à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission Vision Chine, Waikolen Kanzongguo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Mandarin TV Maxime Vivas. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes écrivain et journaliste français d'origine espagnole. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours? Vous avez été postier, ergonome, référent littéraire. Oui, moi je suis originaire d'un petit village du sud de la France. Quand j'ai eu 19 ans, je suis parti à Paris pour travailler. Je suis rentré à la Poste, donc j'étais postier. J'ai gravi les échelons, puis je suis passé à France Télécom. J'ai fait des formations universitaires pour être ergonome. J'ai fini comme ergonome européen. Ça veut dire que je m'occupais des conditions de travail et de la sécurité. Ça, c'est en gros, c'est mon parcours professionnel. Mais avant de prendre ma retraite, j'avais commencé à écrire et j'avais notamment publié un roman qui s'appelait Paris brûle, c'est le nom du centre de tri où j'avais travaillé, qui avait bien marché, qui avait eu un bon écho dans la presse et ça m'a encouragé à continuer à écrire alors que par mes origines et par ma famille, rien ne me destinait à faire une carrière d'écrivain. Tout à fait. Et vous êtes aussi à côté animateur radio, on peut le dire, et vous administrez le site Le Grand Soir, le site d'information Le Grand Soir. Voilà, à Toulouse, j'anime une émission hebdomadaire culturelle qui dure 1 heure. Voilà, et je suis animateur de cette émission. Et puis ensuite, je suis administrateur d'un site qui s'appelle Le Grand Soir. C'est un site d'information alternative qui a publié à ce jour 25 000 articles, 2400 rédacteurs du monde entier. Et au mois de novembre, nous sommes arrivés à 1 million de visiteurs dans le mois. Voilà. Donc c'est un site considérable, dans lequel d'ailleurs j'ai publié des articles sur la Chine. Vous avez fait plusieurs voyages en Chine, vous avez été à Pékin, vous avez été au Tibet, vous avez été en Xinjiang, dans le cadre professionnel mais aussi personnel, j'imagine, parce que vous étiez curieux. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur ces voyages? Tout d'abord le premier que vous avez fait et aussi ce qui vous a le plus marqué la première fois que vous avez été en Chine. Alors je dois dire que par mes origines espagnoles, je m'intéressais beaucoup plus à la culture ibérique et à tout ce qui concernait l'Amérique latine. Il y a 33 ou 34 pays de culture espagnole en Amérique latine et de langue espagnole en Amérique latine. Et c'est ce qui m'intéressait beaucoup. Je m'intéressais beaucoup à Cuba, par exemple, au Venezuela. Je n'avais pas d'attache ou d'accroche personnelle avec la Chine, à vrai dire. Mais il s'est trouvé qu'un de mes fils, mon second fils, j'ai 3 garçons, le second est parti en Chine et a vécu pendant à peu près 1 an et demi à Pékin. Et il nous a invités à venir le voir. Et là, j'ai découvert une Chine qui n'était pas celle que je m'attendais à voir, parce que d'abord, j'avais effectivement une connaissance assez imprécise de la Chine, et une connaissance qui m'avait été transmise, en gros, par les médias. Et cette connaissance-là était largement fausse, et c'est ce qui m'a frappé au départ. Par exemple, pour un Français moyen, qu'est-ce que c'est qu'un Chinois? C'est quelqu'un qui est habillé en bleu de travail avec un col Mao, qui mange du riz toute la journée, qui ne travaille pas, et qui est petit. Et quand on arrive à Pékin, on s'aperçoit que d'abord, c'est pas ça du tout, que les Chinois ne sont pas petits, d'abord, vous n'êtes pas petites vous-même, qu'ils sont habillés souvent très bien, parce qu'en fait, nos habits, ce sont eux qui les fabriquent souvent, donc ils sont habillés au moins aussi bien que nous. Et ensuite, ils travaillent, d'abord le riz chez eux, c'est l'équivalent du pain chez nous, c'est pas la nourriture principale, mais ça, beaucoup de Français ne le savent pas. C'est extraordinaire qu'on ne sache pas ça sur un pays qui est le plus peuplé du monde. Voilà. Et donc, je me suis rendu compte à partir de là qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. Et ensuite, ce qui m'a frappé aussi, quand on est arrivé à Pékin, c'est le modernisme de la ville. En fait, on se serait cru un peu pour quelqu'un qui ne connaît pas à Tokyo. Parce que Tokyo est connu pour ses néons partout, ses lumières, etc. Et, voilà. Et donc, ça, c'est Pékin tel qu'on l'a découvert. Et ensuite, le temps que je suis resté à Pékin, grâce à mon fils qui nous a fait visiter, eh bien, on a pu se rendre compte qu'effectivement, on avait sur la Chine un point de vue qui était souvent négatif et qui, en tout cas, qui était toujours très, très partial. Voilà. Il y avait des lacunes énormes sur ce qu'est la Chine. Et la Chine est un pays millénaire, qui a une culture qui a 6000 ans et qui donc mériterait qu'on la regarde un peu mieux que ce qu'on le fait dans nos médias, où en fait, quand on nous parle souvent de la Chine, c'est pour nous dire des choses qui ne vont pas. Ça, c'était la première fois que vous... La première fois. Voilà, à Pékin. Ça, c'était le tourisme. Là, j'étais donc avec toute ma famille, d'ailleurs, on était là. Donc, et après, vous avez été quand même par la suite plusieurs fois à Pékin, mais dans le cadre professionnel. Et vous avez fait aussi donc, un voyage en 2010 au Tibet. Alors, vous êtes parti avec plusieurs journalistes français. Voilà, ça a été une autre expérience aussi, mais là, j'ai été un peu surpris. Je m'attendais un peu à ça. J'étais avec plusieurs journalistes français, dont un journaliste du Monde et un journaliste du Figaro. Vous avez été là-bas plutôt avec une mission déjà d'écrire un article ou c'était vraiment pour découvrir? C'était un
voyage journalistique organisé par les Chinois. Okay. Et donc on était au Tibet. Et on a visité à la fois Lhasa, la capitale du Tibet, mais aussi d'autres villes. Et donc, alors là aussi, les a priori. Qu'est-ce qu'on va découvrir quand on va au Tibet? 1, que la religion est opprimée. 2, que la culture est opprimée. 3, que la langue tibétaine n'est pas parlée. Et dès qu'on arrive, c'est pas la peine d'avoir fait une thèse là-dessus, de doctorat pour comprendre ça, dès qu'on arrive, on se rend compte que tout ça est faux. Et si tout ça est faux, on peut imaginer que tout le reste qu'on nous dit n'est pas vrai non plus. Par exemple, sur la langue tibétaine, dans tous les panneaux indicateurs, les journaux, l'enseignement à l'école primaire et à l'école secondaire sont faits en tibétain. Dans les écoles supérieures universitaires, c'est en mandarin, parce que les Tibétains n'ont pas suffisamment de professeurs pour... Voilà. Mais les livres sont des livres tibétains, etc. Donc la culture tibétaine n'est pas éradiquée, et je dirais même mieux qu'elle est plus prospère que sous le Dalai Lama, parce que sous les Dalai Lama, 95% de la population était analphabète, allait uniquement à l'école, les moines et les aristocrates. Donc 95% des Tibétains ne connaissaient pas leur langue. Maintenant, ils la connaissent. Voilà. Ils peuvent l'écrire. Donc, de ce point de vue-là, de la culture tibétaine, de leur écriture, elle est préservée. Quant à la religion, moi qui suis athée, qui suis aussi attaché à la laïcité, j'ai été frappé, et même quelquefois agacé, par le débordement religieux des moines, des bouddhistes partout dans la rue, ce qui est interdit en France. En France, on n'a pas le droit de faire des prières de rue. On en voit partout dans le Tibet. En France, on n'a pas le droit de déployer des insignes religieux un peu partout dans les montagnes, alors qu'au Tibet, on voit des drapeaux de prière comme ça, au pied des glaciers. Enfin, c'est interdit chez nous. Et puis, on voit aussi la profusion de moines. Il y a un nombre de moines considérable. Il y a beaucoup plus de moines par habitant au Tibet encore aujourd'hui qu'il n'y a de curés par habitant en France. Donc qu'on ne vienne pas nous dire que la religion est opprimée, la religion est omniprésente. Simplement, ce que c'est de faire le gouvernement chinois, c'est de faire la distinction entre le pouvoir de la religion et le pouvoir de l'État. Ce sont des choses différentes. Chez nous, c'est bien séparé. La loi de 1905 sépare l'Église de l'État. L'Église, les croyants vont dans les églises et font leurs prières, et quant à la politique, elle est faite par le gouvernement. Et au Tibet, tout ça est un peu mélangé. Voilà. Et ça c'est ce qui m'a paru un peu le plus négatif. Et ce voyage au Tibet vous a inspiré, puisque vous avez écrit un livre à votre retour, voilà. Dalai Lama, pas si zen. Voilà. Alors racontez-nous, que raconte votre livre et pourquoi ce titre? Alors, le titre, à vrai dire, a été fait par mon éditeur. C'est pas le meilleur titre qu'on pouvait me dire, parce qu'en fait, pas si zen, le zen, c'est pas chinois, c'est japonais. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est l'éditeur. Passons. De même que la photo, la photo de couverture, où le Dalai Lama a une position, a une position un peu ridicule. Bon, moi, à mon avis, on aurait pu se passer de ça, parce que... Mais c'est bien vous qui l'avez écrit à l'intérieur. Oui, d'accord. Moi, je l'ai écrit sur un ton un peu différent. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, en fait, moi, ce que j'ai fait, je me suis dit que si j'écrivais à mon retour du Dalai Lama, du Tibet, un livre sur le Dalai Lama, en m'inspirant des documents qui m'avaient été donnés par les Chinois, je serais considéré comme quelqu'un qui a été instrumentalisé et qui ne dit pas la vérité sur le Dalai Lama. Donc ce que j'ai fait, à la lumière de ce que j'ai vu au Tibet, à la lumière des documents qui m'ont été remis par les Chinois au Tibet, j'ai cherché parmi les amis du Dalai Lama, parmi ce que lui-même avait écrit, parmi ce qu'avaient écrit des groupes parlementaires d'études au Tibet, ce qu'ils avaient écrit sur le Tibet et le Dalai Lama. Je me suis servi uniquement de documents du Dalai Lama lui-même, de ses mémoires, de ses conférences, de ses discours, de ses livres et de tous ses amis. Notamment, il y a une exploratrice française qui s'appelait Alexandra David Neel, qui était l'exploratrice qui connaissait le mieux le Tibet, qui était une grande amie du Dalai Lama. Quand elle est morte, il est venu se recueillir sur sa tombe en France à 2 reprises, et je me suis servi de ce qu'elle a écrit elle-même. Quand je dis qu'il existait une sorte de servage et d'esclavage au Tibet sous les Dalai Lama, ce n'est pas les autorités de Pékin qui me l'ont dit, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une grande amie du Dalai Lama qui l'a écrit, etc. Mon livre a été fait comme ça. Donc tout ce que je dis est fait en gros de sources irréfutables, puisqu'une grande partie d'ailleurs, je l'ai puisé sur des déclarations du Dalai Lama, qui montrent ce que ce pays-là était un pays féodal, médiéval, d'une extrême cruauté. Votre livre qui a été publié dans plusieurs pays et en plusieurs langues, j'imagine que vous avez eu quand même beaucoup de réactions. Est-ce qu'elles étaient mitigées, plutôt positives ou au contraire négatives? À vrai dire, ça a été un peu difficile parce que en France, les Français confondent le Dalai Lama et le bouddhisme.
alors que le Dalai Lama représente un quart du bouddhisme tibétain et 2% du bouddhisme mondial. Et dans mon livre, moi, je ne m'attaque pas au bouddhisme. C'est une religion, voilà, c'est pas le but, c'est pas le but. Je déplore que le bouddhisme ait une expansion sur l'espace public, mais sur les fondements du bouddhisme, je ne dis rien. Simplement, je parle du régime des Dalai Lama. Celui-là, c'est le 14e. En fait, c'est ce système féodal extrêmement brutal et rétrograde, c'est de ça que je parle. Et donc, les gens qui n'ont pas lu le livre et qui ont lu simplement, qui savent que j'en ai écrit un, m'en ont beaucoup voulu. Parce que quoi, tu t'attaques au bouddhisme, alors qu'en fait le bouddhisme c'est une religion zen, de plénitude, de bonheur, de philosophie qui vous apporte la santé, etc. Voilà. Mais c'est pas ça que j'ai écrit. Alors je leur dis, lisez-le. Lisez le livre, et si dans mon livre vous trouvez une phrase, un chiffre, une date qui sont inexacts, venez me le dire. Et ceux qui l'ont lu ne m'en parlent plus. Ceux qui m'attaquent sont ceux qui ne l'ont pas lu. Ceux qui l'ont lu ne me parlent pas de ce livre-là, parce qu'en fait, il est irréfutable. Il a été fait de manière irréfutable. Bien souvent, d'ailleurs, je vous le disais, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Dalai Lama. Quand je dis que le Tibet sous les Dalai Lama était un pays théocratique, médiéval, d'une extrême brutalité, et qu'il y avait encore de l'esclavage, du servage, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ou le Dalai Lama lui-même, ou bien ses amis. Donc les gens qui ont lu le livre vont aux références, et les références sont leurs propres amis. Et c'est comme ça que ce livre-là a été écrit. Je me suis bien gardé de le faire autrement. Alors j'ai été attaqué de manière quelquefois brutale. Il y a notamment un responsable européen du bouddhisme qui a fait contre moi un article d'une telle violence qu'on l'a publié in extenso sur mon site Le Grand Soir sans y répondre, pour montrer la bêtise. À un moment donné, trop c'est trop, et mes lecteurs qui savent que ce que j'écris habituellement ont pu juger. Voilà. Donc, oui, il m'a accusé d'avoir écrit sous la dictée du gouvernement de Pékin, etc. Votre livre, Le Dalai Lama pas si zen, ne laisse en tout cas pas indifférent. Vous avez été en 2016 dans la région autonome du Xinjiang, qui est une région majoritairement musulmane où il y a une grande minorité ethnique. On le rappelle, en Chine, il y a en tout 56 minorités ethniques. Racontez-nous ce voyage que vous avez fait au Xinjiang. Alors, à vrai dire, c'était aussi un voyage d'études journalistiques, puisqu'il y avait 40 journalistes de 20 nationalités différentes. Et nous sommes allés dans une région que personne ne connaît en France, dont personne ne connaît le nom de la capitale, qui est Urumqi, qui a 2 millions d'habitants, mais qui était une région très très importante pour la Chine, comme l'est aussi le Tibet. Et donc là, moi, je ne savais pas grand-chose, à vrai dire. Je m'étais un peu renseigné quand j'ai su que j'y allais, mais je ne savais pas grand-chose. Et j'ai découvert donc, une région immense, avec une religion majoritaire qui est la religion musulmane. Oui. Et quelquefois aussi, là, j'ai trouvé qu'il y avait, comme au Tibet avec le bouddhisme, un débordement de la religion qui, à moi, en tant qu'athée et laïque, m'a un peu agacé. Et par exemple, dans cette république-là, on ne boit pas d'alcool, on ne mange pas de porc. Voilà. Et là, j'ai trouvé qu'en fait, la loi religieuse était primée sur la loi de la République, et ce qu'on essaie d'éviter en France à tout prix. Voilà. Mais en dehors de ça, ce qui m'a frappé effectivement, c'est que c'est un pays d'un dynamisme forcené. On voit partout, on construit, les gens travaillent. Ce qui m'a aussi frappé, parce qu'il faut parler, quand on parle de Chine, il faut le mot qui arrive tout de suite, c'est le mot liberté. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que si c'est une région musulmane, ce n'est pas une région musulmane comme un pays, l'Arabie Saoudite ou le Qatar, dans lequel vous savez que la moitié des femmes sont privées de tous les droits. Juste pour rappel, en Arabie Saoudite, une femme d'abord doit être voilée, avec le voile y compris le masque, et elle ne peut pas sortir dans la rue si elle n'est pas accompagnée par son mari, son père, son frère ou son fils. Ça, c'est la religion musulmane telle qu'on l'applique dans des pays dont on ne nous dit jamais que ce sont des pays qui manquent de liberté. C'est la Chine qui manque de liberté. Or, moi, ce que j'ai vu au Xinjiang, c'est tout à fait différent. On a vu des femmes qui étaient, quelquefois, avaient un foulard, souvent des foulards bariolés, essentiellement dus aux poussières du désert.
Et puis on les voyait promener seuls, en scooter, beaucoup de scooters d'ailleurs électriques, ça m'a beaucoup frappé, hein. Donc, ce sont des scooters électriques, et puis des femmes qui conduisent leur truc, qui sont assez libres de ce point de vue-là. Voilà. Et donc c'est l'aspect qui m'a paru tout à fait positif. Et puis, on a vu aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappé, que je n'oublierai jamais. C'est une école de danse avec des jeunes filles en juste corps qui faisaient de la danse à la barre, comme ça. Et je me disais que si la religion musulmane l'emportait dans cette région-là, elle pourrait plus le faire à ça. Elle pourrait plus faire ça, elle serait punie de le faire. Alors voilà, donc ça m'a beaucoup frappé. On a visité beaucoup d'usines, de textiles, une usine de fabrication d'éoliennes, beaucoup de choses comme ça qui nous ont été montrées assez librement. Ce qui m'a frappé aussi, et qui peut-être n'a pas été remarqué par tous les journalistes, c'est que on était 40, non, je disais, et on a été séparés en 2 groupes. Un groupe qui est parti d'un côté, un de l'autre, comme ça, et puis je me suis demandé pourquoi. Et puis donc on avait 2 bus, et puis le bus dans lequel on n'était pas très nombreux. On aurait pu garder un seul bus. En fait, on nous a séparés, et les bus dans lesquels on était avaient les plaques d'immatriculation qui étaient masquées. On ne savait pas d'où on venait. Et on avait une voiture devant et une voiture derrière quand on roulait. Et quand on s'arrêtait dans un restaurant pour déjeuner à midi, la partie de la contre-allée devant le restaurant était gardée par des policiers et les gens ne pouvaient pas passer en scooter. On voyait bien qu'il y avait des mesures de sécurité discrètes, mais très sévères, qui étaient prises pour essayer de préserver les journalistes étrangers contre l'attentat éventuel qui aurait fait évidemment la une des journaux du monde entier. Voilà. Et donc ça existait aussi. Donc ça montre bien qu'il y a un danger qui est réel, quand même. Voilà, qui est réel, comme il y a un danger réel chez nous. Quelles sont pour vous les différences que vous avez remarquées entre ces régions que vous avez fait en Chine? Alors, la Chine est un pays tellement immense avec des ethnies, comme vous l'avez dit, on ne dit pas des ethnies, on dit des minorités. Des minorités tellement diverses. Oui. On ne peut pas les comparer. Voilà, on peut pas les comparer. On sait que l'ethnie majoritaire, ce sont les Han, 90% de la population, et puis après il y a les autres qui sont très variés. La région du Xinjiang, avec les Ouïghours, physiquement, sont très différents. Et à tel point que quand mon fils vivait à Pékin, souvent on lui disait vous êtes Ouïghour, alors qu'il est français, il est français d'un père espagnol, d'origine espagnole et d'une mère française. Donc c'était très différent. Mais par contre, ce qui est le point commun peut-être, c'est en fait une volonté ou un dynamisme qu'on voit dans l'économie chinoise, etc. Et une volonté qui chez nous n'est pas vue du gouvernement de Pékin d'être très attentif à ces minorités les plus, on va dire, les plus fragiles, les plus remuantes ou les plus travaillées par des éléments extérieurs qui veulent créer des troubles. Voilà. Moi j'ai trouvé qu'avec la religion bouddhiste au Tibet, les autorités de Pékin étaient d'une grande bienveillance. Ils refont des temples, des bouddhas recouverts d'or, c'est le gouvernement qui paie, chez nous c'est pas possible. On voit bien aux Ouïghours tout ce qu'ils font, notamment j'ai vu pour l'habitat ouïghour qui était souvent des taudis, oui. Bien souvent on refait l'habitat à côté, et on fait l'habitat moderne en briques avec un réfrigérateur, des sanitaires, un écran de télévision plat, etc. Alors les adversaires de la Chine disent on a détruit la culture des bâtiments, etc. Ils ont dit ça à Pékin aussi avec les routons. Hein, donc, oui. Voilà. Alors que moi j'ai vu Pékin, j'ai vu les routons, il en reste quelques-uns, c'est bien, mais il n'en faut pas trop non plus quand même. Voilà, alors il faut que le pays se modernise. Et donc ça, ce sont un petit peu, c'est cette manie de l'Occident et peut-être des Français de traiter avec un peu de supériorité des peuples qui ne sont pas les leurs et avec lesquels on n'a aucun intérêt à être fâché. Que la Chine soit considérée comme un ennemi par les États-Unis d'Amérique, on le comprend, il y a une lutte pour savoir qui va le leadership. Voilà. Mais la France n'est pas l'ennemi de la Chine n'a jamais attaqué la France. Et si les États-Unis considèrent que la Chine est un ennemi, on comprend bien qu'il y a une compétition pour savoir quelle sera la première puissance du monde. Ça, c'est leur problème. Mais la France n'a pas à s'immiscer dans ce combat-là. La Chine n'est pas l'ennemi de la France. La Chine est un
partenaire de la France. La Chine n'a jamais attaqué la France. Les Français ont attaqué la Chine. Victor Hugo, d'ailleurs, a écrit un texte admirable là-dessus sur le sac du palais d'été. Donc, en fait, nous avons toutes les raisons du monde à être des partenaires et accueillir la Chine avec bienveillance. D'ailleurs, je ferai la même remarque pour la Russie. La Russie est un pays d'Europe. Si la Russie est l'ennemi des États-Unis, elle n'est pas l'ennemi de la France, elle ne nous a jamais attaqués. La Russie a participé à la libération de la France contre l'armée nazie. Il n'y a aucune raison que les Français épousent les querelles des États-Unis sur la Chine et sur la Russie. Nous avons, nous les Français, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, à déclarer la paix au monde. Nous n'avons pas à nous chercher des ennemis partout. Et est-ce que vous avez d'autres projets, notamment avec la Chine, d'autres voyages? Qu'est-ce que vous voulez découvrir? Alors, des projets, j'en ai pas dans l'immédiat parce que j'étais déjà l'an dernier dans le Xinjiang. C'était un voyage dur, hein, c'était éprouvant. Hein, donc ça a été, oui. Et puis en plus, on avait un rythme d'enfer. Hein, voilà. On se levait le matin, on rentrait tard le soir, etc. On visitait beaucoup de choses. Il y avait le problème de la langue et de la traduction qui est difficile pour quelqu'un qui ne parle pas la langue. Ça ajoute un petit peu à la tension et puis aux efforts à faire. Donc tout ça, là pour l'instant, je n'ai pas de projet de retourner en Chine tout de suite. Mais si mon livre sur le Dalai Lama est édité, évidemment, j'y reviendrai. Et ensuite, il m'est venu une idée aussi, hein, quand vous m'avez contacté pour cette émission. J'ai regardé tout ce que j'avais écrit sur le Xinjiang depuis mon retour. Oui. Et je me suis rendu compte que tout ça pourrait faire, en l'aménageant un petit peu, en l'épaississant, en y travaillant à peine un peu, ça pourrait faire un petit livre sur cette région-là. Je ne sais pas qui ça intéresserait en France, par un monde peut-être, mais en tout cas, voilà. Là, il y a matière, en retravaillant tout ce que j'ai écrit, à faire un petit livre d'une centaine de pages, peut-être 120 pages, sur le Xinjiang, pour qu'on comprenne mieux ce qu'est ce pays. Alors peut-être ça intéressera les Français s'il y a un grand attentat à Urumqi. Voilà, c'est un avion qui s'écrase. Et est-ce qu'il y a une autre région, une ville en Chine que vous aimeriez découvrir, un aspect que vous voulez donc mieux comprendre peut-être? Alors tout le monde me dit qu'il faut aller à Shanghai, c'est extraordinaire, il faut aller à Shanghai. Alors pourquoi pas Shanghai? Mais en même temps, moi ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est creuser un petit peu ce projet grandiose là, qui va occuper des années de travail de la Chine, qui est la nouvelle route de la soie. Voilà. Donc on a vu à Urumqi la nouvelle gare à TGV qui va faire que la ville d'Urumqi va être à quelques heures de Pékin et ça va être le point de départ de la route de la soie. Et là-dessus, pendant le voyage, on n'a pas eu beaucoup d'explications. On a visité beaucoup je vous disais, d'entreprises, mais moi ça m'intéressait que moyennement. Moi en tant que journaliste politique, j'aurais bien voulu voir la route de la soie, parce que ça c'est très très important de savoir comment les Chinois veulent sécuriser leurs circuits commerciaux. Et ils le font par cette route-là qu'ils vont construire, qui va desservir l'Europe, l'Asie, une partie de l'Afrique, peut-être, je ne sais plus, j'ai plus ça en tête. Enfin voilà, donc ils veulent la sécuriser. Pourquoi? Parce que pour l'instant, leur approvisionnement n'est pas sécurisé. Voilà. Quand on regarde les mers, où circulent les bateaux avec les conteneurs, on voit toujours pas loin un destroyer américain. Voilà. Et donc il faut que les Chinois ont un besoin crucial de sécuriser leur voie d'acheminement. Et ça c'est intéressant. Voilà. Moi ça m'intéresse de voir la nouvelle route de la soie. Voilà. Et ça, évidemment, peut-être qu'un jour je retournerai en Chine si j'ai l'occasion de pouvoir voir ça de plus près, parce que parce qu'en fait en France on ne sait pas ce que c'est. Voilà. On ne connaît pas du tout ça. Voilà. On a encore une fois une grande méconnaissance. Maxime Vivas, qu'est-ce que vous avez retenu globalement de vos différents voyages en Chine? Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? Alors, moi, si je veux aborder le problème humain qu'on n'a pas encore beaucoup abordé dans cet entretien, je voudrais dire que, de même que Zheng Ruoling dit que les Chinois sont des hommes comme les autres, ça veut dire qu'ils ont aussi un cœur, une sensibilité, et qu'on peut nouer des liens d'amitié avec eux. D'ailleurs, moi, j'ai un lien d'amitié très très fort avec Zheng Ruoling, voilà, que j'ai revu à Pékin au mois de juin, là, et avec qui je suis en correspondance. C'est quelqu'un, c'est vraiment un ami qui est cher à mon cœur. Mais ce que j'ai vu pendant tous mes voyages, c'est qu'en fait, les Chinois sont pleins de sympathie pour les Français. D'ailleurs, globalement, les Chinois aiment les Français depuis que le général de Gaulle
Gaulle, par exemple, a été le premier chef d'État au monde qui a dit que la Chine, c'était la Chine continentale et non pas la Chine de Formose à l'époque, maintenant c'est Taïwan. Hein, Oui. voilà. Et donc, depuis ce temps-là, les Français sont vus avec beaucoup de sympathie par les Chinois. Et quand on se déplace dans les rues ou dans les villages de Chine, on voit des gens qui sont sympathiques et qui veulent nous faire rentrer chez eux, qui nous offrent du thé ou à manger des pastèques. Qui veulent prendre des photos avec vous. Qui veulent prendre des photos, et beaucoup de photos. Enfin, voilà. Et donc, voilà, il n'y a pas un phénomène de rejet ou de méfiance qu'on trouverait peut-être dans les villages français si on voyait arriver des groupes de Chinois. Voilà. Et donc ça m'a beaucoup frappé, cette espèce de... Voilà, les Chinois sont aussi... C'est un peuple sympathique, voilà, et qui veut aussi, lui aussi, accéder à un certain niveau de développement que nous avons atteint nous aussi, et qu'ils ont le droit d'atteindre aussi. Je vais vous citer une anecdote tout à fait pittoresque, qui n'est pas à mon honneur. J'ai parlé avec un journaliste chinois à Pékin du fameux barrage des Trois Gorges. Le barrage des Trois Gorges est connu dans le monde entier. Il y a eu des milliers d'articles qui ont été faits sur le barrage des Trois Gorges, une monstruosité qui a noyé des vallées, qui a détruit des écosystèmes, etc. etc. Il y a eu le monde entier a entendu parler de ça. Je dis à mon ami journaliste, quand même, ce barrage des Trois Gorges, là, c'est un truc gigantesque qui a fait beaucoup de dégâts. Et il me répond cette phrase, que je n'oublierai jamais, et à laquelle je n'ai pas répondu. Il m'a dit, et qui a donné de l'électricité à 300 millions de Chinois. Voilà. Est-ce que je vais lui dire, mais non, les Chinois, ils n'ont pas, voilà, il vaut mieux sauver les cigales et je sais pas quoi, et les petits villages, mais les Chinois n'ont pas besoin d'avoir de l'électricité. Nous, en France, les barrages, on les a fait. Quand on a fait nos barrages, on a noyé des villages aussi, on a noyé des églises, des cimetières, on l'a fait. Mais les Chinois n'ont pas le droit, voilà. Donc il faut se méfier de ça. Moi, je crois qu'il faut regarder ça avec un peu plus d'égalité. Et puis, mais pour ça, il faut mieux connaître les Chinois. Je ne sais pas s'il y a des tours opérateurs qui font des voyages en Chine, mais il faudrait peut-être en faire. Voilà, puis, plus voilà. de voyages en Chine, Il faut aller y sur aller, place, voilà. voir de ses propres yeux. Voilà. Et voir ce que sont les Chinois. Les Chinois, c'est pas ce que des apparatchiks, voilà, qu'on veut nous montrer. Voilà, c'est un peuple quand même. C'est un peuple, et tous les peuples du monde sont des peuples sympathiques quand on les prend comme ça. Hein, voilà. Donc, pour qu'ils deviennent antipathiques, il faut leur mettre un uniforme et leur dire d'aller faire la guerre aux voisins. Et c'est pas ce que font les Chinois. Voilà. Les Chinois cherchent à se développer. Ce qui m'a frappé aussi chez eux, notamment en regardant des écoles, c'est en fait qu'il y a des hauts niveaux de technicité. Les Chinois ont atteint un niveau culturel, scientifique de très très haut niveau. C'est la fin de votre émission Vision Chine, 外国人看中国. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci beaucoup Maxime d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très bonne continuation et j'espère que vous irez encore en Chine et peut-être à bientôt pour un livre sur le Xinjiang. En tout cas, je donne rendez-vous à vos téléspectateurs pour éventuellement, effectivement, ce prochain livre, s'il paraît, si je l'écris. Et puis, vous m'inviterez peut-être à cette occasion-là. Mais sinon, s'ils ne veulent pas me perdre de vue, ils peuvent aller voir le site d'information alternative dont je suis administrateur, qui s'appelle Le Grand Soir, et www.legrandssoir.info, en un seul mot, Le Grand Soir. Et là, vous verrez de nombreux articles sur la Chine que j'ai écrits ou que d'autres ont écrits et qui sont peut-être un peu en décalage par rapport à ce qu'écrit la presse française. Très bien. Merci beaucoup Maxime. Merci.